Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Le plaisir de vous retrouver ce lundi pour toute une semaine, 2 heures, Parlons Vrai chez Bourdin. 0826 300 300 évidemment pour intervenir. De quoi allons-nous parler? Le domicile de Pierre Palmade perquisitionné, pas de saisie, pas de stupéfiants saisis. Les 2 hommes qui se sont enfuis n'ont toujours pas été retrouvés. Ils sont appelés à se rendre. Pierre Palmade n'a pas encore été entendu dans la voiture percutée par Palmade, une femme enceinte de 6 mois perdu son futur enfant. Que risque Pierre Palmade? Nous allons en parler. La réforme des retraites, le débat reprend à l'Assemblée nationale jusqu'à vendredi soir minuit. Les policiers comme les pompiers, les surveillants pénitentiaires, les militaires, douaniers et contrôleurs aériens conservent leurs régimes spéciaux mais devront partir à 54 ou 59 ans 2 ans plus tôt. Le député LFI Louis Boyard, qui affirme que la police tue et qu'il faut dissoudre la BAC, bénéficie depuis 3 jours de la protection de la BAC à domicile. Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat SGP FO, sera avec nous dans quelques minutes. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, dépose une proposition de loi instaurant des peines minimales en cas de récidive de violence contre policiers, gendarmes et travailleurs d'utilité publique. À 12h05, je recevrai l'économiste Marc de Basquiat qui défend la retraite à la carte. Pourquoi imposer une mesure qui s'applique à tous? Laissons à chaque Français le choix de l'âge de départ. Comment est-ce possible? Il nous expliquera tout. Et puis entre 11h et midi, débat autour de l'agriculture française et de ce que nous mangeons. Nous importons de plus en plus de légumes, de poulets. Notre souveraineté alimentaire est en danger. Nous importons 50% de ce que nous consommons. Question, faut-il produire plus pour importer moins? Le débat sera lancé tout à l'heure entre 11h et midi. Il est 10h32. Je reviens à ce qui s'est passé sur la route en Seine-et-Marne vendredi soir. Pierre Palmade, au volant de sa voiture, a percuté, s'est déporté sur la gauche et a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. Pierre Palmade, sous le coup de cocaïne. Pierre Palmade, dont le domicile a été perquisitionné, il est sorti, il est hors de danger. Mais on a beaucoup parlé de Pierre Palmade, un peu moins de ceux qui se trouvaient dans la voiture percutée. Dans la voiture percutée, un homme au volant, un maçon de profession, avec à ses côtés sa belle-sœur enceinte de 6 mois, et derrière le fils du conducteur, 6 ans. Le fils du conducteur est dans le coma. Le conducteur est lui aussi dans un état très, très, très grave, ainsi que sa passagère qui a perdu son futur bébé de 6 mois. Avec nous pour parler des conséquences de cet accident extrêmement grave, nous avons maître Alexia Descamps. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée dans la défense des droits des automobilistes. Ces accidents-là, vous connaissez? Très bien, oui, malheureusement. Malheureusement, la route tue, on le sait. Là, en l'occurrence, Pierre Palmade, au volant, visiblement avec de la cocaïne dans le sang, n'a pas été entendu encore par les policiers. Il faudra attendre qu'il soit entendu pour qu'il explique pourquoi il s'est déporté sur la gauche de la route. Mais en l'état des choses, de ce que vous savez, que risque-t-il ? Alors, en l'état des choses, ça dépend de la qualification qui va être retenue définitivement, parce que au départ, c'était les blessures involontaires. Oui. Désormais, on parle d'homicide involontaire. Et ça, bon, c'est un sujet à débat. Grande différence. C'est sujet à débat également, parce que bon, on peut en parler, mais il y a une jurisprudence qui va s'appliquer en la matière et qui n'est pas, pour l'instant, selon moi. Mais on est en cours d'enquête, hein, donc oui. C'est-à-dire la jurisprudence qui va s'appliquer. Eh ben, la jurisprudence, pour l'instant, selon ma lecture à moi, qui est établie de la Cour de cassation, qui a été rappelée encore en 2018, c'est que l'homicide involontaire ne pourrait pas être retenu à l'encontre de M. Palmade, sauf parce que l'enfant n'était pas né. Parce que l'enfant qui est décédé dans le ventre de sa mère n'était pas né. Malheureusement, pour cette jeune future maman, c'est vrai que l'enfant n'était pas né. Donc maintenant, une autopsie va être pratiquée. Oui, bien sûr. Va-t-elle réussir à déterminer que l'enfant déjà était viable? Première question. À 6 mois et demi, on peut imaginer qu'il l'était.
Je pense qu'il va falloir étudier les rapports médicaux, son suivi médical en tant que femme enceinte. Et puis également, est-ce que l'enfant, quand il est sorti du ventre de sa mère, a pu respirer? Parce que c'est la question en fait. Parce que pour l'instant, un fœtus, malheureusement, c'est la jurisprudence qui veut ça, ce n'est pas un enfant né. Donc on ne peut pas le considérer comme un être vivant. À partir de là, sauf s'il est né vivant. Je comprends. Voilà. Donc, oui, c'est atroce. C'est absolument. Non, la loi est parfois atroce. Non, mais c'est terrifiant, effectivement. C'est terrifiant. Je pense que ce que vous me dites est terrifiant. Même moi, en tant que j'ai 2 enfants moi-même, je suis effarée de cette lecture, mais elle est d'interprétation stricte. Oui. C'est-à-dire il y a une jurisprudence. Alors, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a une en 2001 où la Cour de cassation est extrêmement sévère sur la question. C'est le fœtus n'est pas un être vivant considéré, ça reste un embryon et on va le considérer comme un embryon, quelle que soit l'avancée de la grossesse. D'accord. 2 mois, 6 mois, 7 mois, prêt à accoucher, ça reste un fœtus. Ouais. 2018, elle a confirmé cette version. Et il n'y a qu'une jurisprudence de 2008 de la Cour de cassation, mais qui est de l'ordre civil, qui autorise les parents, quelle que soit l'avancée de la grossesse, à enterrer leur enfant mort-né comme un être humain qui serait né normalement, en fait. Voilà, c'est la seule chose que la Cour de cassation a accordée, en fait. Mais pour l'instant, si on fait la lecture de la Cour de cassation, et donc qui est la Cour suprême, entre guillemets, française, pour l'instant, si l'enfant n'est pas né vivant, ne serait-ce que quelques secondes, il ne peut pas être considéré comme un être vivant. Voilà. Donc, Pierre Palmade pourrait ne pas être poursuivi pour homicide involontaire. Exactement. L'autopsie va certainement même avec de la cocaïne, dans le sang. Ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est un chef de qualification. Par contre, il sera poursuivi pour une conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Oui. Il sera bien évidemment poursuivi pour des blessures involontaires. Oui. Mais en l'occurrence, les peines ne peuvent pas être les mêmes. Enfin, les peines encourues, parce qu'une fois de plus, on va dépendre de juridiction, d'un juge, d'un dossier, et il n'a pas d'antécédents à part certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce genre de faits. Donc, il y a des peines encourues et il y a des peines prononcées. Oui, c'est la raison pour laquelle policiers et gendarmes prennent leur temps. Ils sont en cours d'enquête. Ils sont en cours d'enquête. Ils prennent leur temps. Et je pense que rien ne sera laissé au hasard. Par contre. Oui, j'imagine. Pierre Palmade n'a pas été entendu encore. Donc il n'est pas en état, visiblement. Il n'est pas en état. Le conducteur du véhicule qui était en face, lui aussi dans un état extrêmement grave. Et sa famille est à son chevet. Sa belle-sœur est dans un état grave. Elle a perdu son bébé. Le fils du conducteur qui était derrière 6 ans, il est toujours dans le coma. Enfin, c'est dramatique. Cette histoire est dramatique. Alors, les faits sont dramatiques, mais je tiens à le préciser. C'est très malheureux. C'est que, parce que c'est Pierre Palmade, on en parle. Parce que c'est un personnage public. Et ça fait la une des journaux non-stop depuis vendredi soir. Oui. Mais il y en a malheureusement pas tous les jours, mais c'est régulier, ce genre d'accident. C'est régulier, on en parlait ce matin encore dans les journaux. Il y a 700 morts par an dus à l'usage de stupéfiants sur les routes. 700 morts. Et ce n'est que la 3e cause de mortalité sur les routes. Oui. Donc, voire la 4e, selon moi. Mais bon, j'ai un avis un peu tranché sur la question, parce qu'on nous parle de l'alcool et de la vitesse excessive, mais il y a aussi l'endormissement qui joue énormément. Bien sûr. Donc ça, on en parle très peu parce que c'est plus light comme cause, on va dire, mais sauf que ça existe réellement. Et donc aujourd'hui c'est Pierre Palmade, donc c'est malheureusement une explosion de ça permet d'en parler quelque part en même temps, ça aide aussi les autres victimes, je pense. Évidemment. Mais que risque-t-il, Palmade, même s'il n'y a pas homicide involontaire, que risque-t-il? Il risque une annulation du permis de conduire, c'est certain. Ça me paraît logique. Une belle peine pénale en matière d'amende, une indemnisation obligatoire bien évidemment des victimes, un suivi de soins. Oui. De là à parler de la prison ferme, même si c'est écrit dans le code pénal qu'il risque de la prison ferme, vu qu'il n'y a pas d'antécédent. Vu que il y a quand même certainement des garanties de représentation qui vont être faites, qui va certainement, enfin je l'espère pour lui, qui va se défendre en matière de suivi psychologique, d'addictologie, etc. S'il fait ce qu'il faut. Oui.
et qu'il indemnise correctement les victimes, il est possible qu'il n'ait que du sursis avec mise à l'épreuve. Par contre, il peut aussi y avoir du ferme. Ça dépendra des juges, hein, une fois de plus, qui vont le juger. Moi, je connais pas son dossier. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, je sais qu'il a quelques antécédents judiciaires, mais qui sont très light, très légers, hein, à côté de ce qui lui est reproché aujourd'hui. Donc, pour moi, un juge, dans les dossiers comme ceux-là, moi, en tout cas, quand je les défends, j'ai rarement de la prison ferme. Il n'y a pas de délit de fuite. Il va certainement assumer très bien au niveau... Enfin, il va certainement s'occuper des victimes, il va être empathique, il va essayer de réparer, en fait. Mais il va réparer du mieux qu'il ne peut, et pas que financièrement. Enfin, moi, je comprends. Moi, c'est comme ça que j'encourage, en tout cas, mes clients à œuvrer quand ils ont ce genre de faits qui leur sont reprochés. Pour l'instant, on est sur des faits reprochés. Oui, tout à fait. On n'est pas sur des faits jugés, hein, je tiens à le préciser. Mais il est possible qu'il n'ait pas de prison ferme, mais il en encourt. Et il en encourt. Donc après, ça dépendra... Maître, vous êtes avocate spécialisée dans la défense des droits des automobilistes. Alors, évidemment, on attendra aussi le témoignage des deux personnes qui se sont enfuies, d'ailleurs, et qui sont invitées, d'ailleurs, à se rendre. Oui, depuis ce matin, le ministère de l'Intérieur a été très ferme sur cette question-là. Ben oui. Mais c'est une affaire qui est complètement rocambolesque, en fait. Enfin, parce que Pierre Palmade, en soi, bon, de toute façon, lui, il était immobilisé, mais je pense pas qu'il aurait... Bon, il serait pas parti en courant, ça me... Mais c'est vrai que ces deux personnes en fuite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le troisième véhicule, qui était conduit par un homme âgé de 80 ans, lui, il est parti aussi. Il n'a pas attendu quoi que ce soit. Et sa fille a visiblement viré les gendarmes quand ils sont arrivés à son domicile. Enfin, on a une espèce de série de faits qui sont... C'est incroyable. On a l'impression d'être dans une série américaine, en fait. Enfin, c'est malheureusement... Mais oui, mais c'est vrai. Mais malheureusement, on est peut-être dans une série américaine, mais enfin, il y a une jeune femme qui a perdu son bébé. Enfin bon, moi je veux bien, mais il y a des victimes. Non, mais moi je sais, maître Decamps, vous rappelez sans cesse, hein, puisque c'est votre métier, vous rappelez sans cesse les dangers de la conduite sous l'effet de stupéfiants. Bien sûr. Et vous voyez ça de plus en plus souvent. Ça se développe plus que je dirais depuis quelques années, parce qu'en fait les usages de stupéfiants sont devenus monnaie courante dans les soirées parisiennes. Je le constate, c'est chez les jeunes, hein, surtout, où ça se développe même plus que l'alcool, en fait. Vous défendez souvent des conducteurs. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors heureusement, on va dire. Généralement, ça se solde par des contrôles routiers où il n'y a pas de victimes corporelles. Ça se solde vraiment par des contrôles routiers inopinés ou réguliers par les forces de l'ordre. Il n'y a pas d'accident. Et j'ai quand même, je peux constater qu'il y a quand même peu de blessures ou homicides involontaires dus à ça. Mais il y en a quand même. Il y en a 700 par an, selon les chiffres, et c'est pas faux. Merci, Maître Decamps. Merci d'être venu nous voir ce matin pour apporter vos éclaircissements. Il est 10h43. Dans quel monde vit-on ? Vous savez que tous les matins, je demande à Félix Mathieu de regarder un peu le monde dans lequel on vit. Vous savez qu'il y a une indemnité carburant de 100 € qui est versée aux ménages les plus modestes, à condition de le demander. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'une part, cette indemnité sera prolongée jusqu'à fin mars, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que beaucoup de bénéficiaires ne l'ont toujours pas réclamé. Félix Mathieu. Oui, quasiment la moitié des foyers éligibles n'en ont pas encore profité, indique Bruno Le Maire. Je voudrais simplement que tous ceux qui y ont droit puissent la toucher, ajoute le ministre de l'économie. Cette indemnité carburant de 100 € avait été mise en place mi-janvier pour remplacer la ristourne à la pompe de l'année dernière. Elle est ciblée sur les 10 millions de foyers fiscaux les plus modestes, mais il faut effectivement la réclamer. Ça se passe sur le site des impôts. Si vous vous rendez au travail en voiture ou même en moto ou en scooter, la page de demande d'indemnité carburant va donc rester en ligne un mois de plus jusqu'à fin mars au lieu de fin février. Alors pour être éligible, pour rappel, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 € en 2021, soit 1 314 € net par mois pour une personne seule ou 3 941 € pour un couple avec 2 enfants. Un couple modeste qui travaille et qui possède 2 véhicules peut aussi bénéficier de 2 aides, soit 200 € au total. Merci, 10h44. Je vais recevoir dans un instant Linda Kebab, qui est policière, qui est déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. 10h45. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30.
Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, ce que vous entendez vous fait réagir, évidemment. L'actualité vous fait réagir et je vous invite à venir nous en parler en appelant le 0826 300 300. Tiens, je vais prendre Jean-François dans un instant, qui est à la retraite, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques et qui veut nous parler. Mais je voudrais que nous appelions Linda Kebab, qui est là. Linda Kebab, qui est policière, vous le savez, qui est déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plusieurs choses. Sur la réforme des retraites, je rappelle que le débat reprend à l'Assemblée nationale jusqu'à vendredi soir, minuit. Sur la réforme des retraites, les policiers comme les pompiers, les surveillants pénitentiaires, les militaires, les douaniers, les contrôleurs aériens conservent leurs régimes spéciaux, mais devront partir à 54 ou 59 ans, 2 ans plus tard. C'est cela, hein, Linda Kebab? Alors en fait, on conserve des régimes qu'on ne peut pas spécifiquement dire spéciaux, mais qui sont propres aux catégories particuliers, je dirais. Particuliers. Voilà. Qui sont pas du tout un cadeau. Je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent que c'est la contrepartie de la pénibilité, de la dangerosité et de métiers dans lesquels, et notamment le nôtre, la grève est interdite, mais surtout, et c'est important de le préciser, ce que rarement fait le gouvernement, c'est que nos heures supplémentaires, nos jours fériés, nos dimanches et nos nuits ne sont pas payés en majoration comme dans le privé. Et donc du coup, c'est un ensemble de compensations. Et dernière chose, nous surcotisons au titre de la retraite pour pouvoir bénéficier de cette bonification. Donc, du coup, en réalité, ce n'est absolument pas un cadeau. Ensuite, en effet, ça va évidemment nous pousser à devoir partir 2 ans plus tard, ce qui est difficilement entendable lorsqu'on sait qu'on a quand même un métier qui nous casse physiquement et moralement. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on envisage que des personnes âgées de 59 ou 60 ans puissent arrêter des bandits de 20 ou 25 ans en bonne et due forme et de manière efficace. Ça n'a juste pas de sens. Et dernier point, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'accélération de la réforme Touraine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les policiers, contrairement à ce qui se dit, et malgré le fait que la bonification, en théorie, nous permettrait de partir à 57 ans, en moyenne partent à 58 ans et demi, puisqu'en réalité, entre les accidents de la vie, l'entrée de plus en plus tard dans la vie active, etc., et le fait qu'il faut un certain nombre d'années de cotisation pour partir sans décote, fait que de toute manière, aujourd'hui, les policiers ne partent pas à 57 ans, mais bien plus tard, déjà. Mais bien plus tard, déjà. Bien, donc vous êtes contre cette réforme des retraites. Strictement. On l'a bien compris. Linda Kebab, à propos de la réforme des retraites, vous avez épinglé sur Twitter le député LFI Louis Boyard, qui, rappelons-le, affirmait que la police tue et qu'il fallait dissoudre la BAC. Or, depuis 3 jours, il bénéficie de la protection de la BAC à son domicile, Linda ? Oui, c'est ça. Et alors, j'ai commencé le tweet avec le mot pantomime parce que ce qui est très drôle, c'est que plusieurs sources concordantes nous disent que les policiers ont interdiction strictement de prendre contact avec lui. En gros, il aurait demandé à ce que les policiers ne parlent pas avec lui et se contentent juste de surveiller son domicile suite aux menaces qu'il a reçues. Alors que l'on surveille le domicile d'une personne qui a reçu des menaces, c'est tout à fait normal. C'est juste évidemment inacceptable que qui que ce soit reçoive des menaces de mort. Mais venant d'une personne qui tout le temps, et d'ailleurs fait son beurre politique sur l'incitation à la haine contre notre profession, qui n'a absolument aucune nuance, aucun équilibre, qui est radical et qui appelle à la violence contre nous, c'est assez quand même folklore de voir que ceux dont il appelle à la dissolution sont exactement ceux qui aujourd'hui le protègent. Oui. C'est assez étonnant. Bien, CRS agressé à Rennes. C'était samedi. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Que s'est-il passé? Eh bien, un CRS a été blessé par un cocktail Molotov lors de heurts dans la capitale bretonne en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une enquête criminelle a été ouverte, confiée à la sûreté départementale pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je vous dis ça parce que Horizon, le parti d'Édouard Philippe, a déposé une proposition de loi instaurant des peines minimales en cas de récidive de violence contre policiers, gendarmes et travailleurs d'utilité publique. Vous le demandiez ? Oui, en fait, ça répond à notre revendication à Unité SGP, puisque ça fait plusieurs années que l'on dit qu'on en appelle à des peines minimales contre les agresseurs des forces de l'ordre. De la même manière que le Code pénal prévoit des peines maximales à l'appréciation des magistrats, il n'y a pas de raison qu'on n'impose pas des peines minimales, surtout quand on porte atteinte à l'intégrité physique de ceux chargés de sécuriser et de garantir l'application des lois. Donc oui, c'est une de nos revendications. C'est un bon début. Évidemment, cette proposition, elle s'inscrit en fait dans une
proposition de loi plus globale, vous savez, sur la récidive, puisqu'il s'agit de la proposition de loi de lutte contre la récidive légale. Et donc, du coup, évidemment qu'il y a le mot récidive dans cet article qui appelle à des peines minimales contre les agresseurs de force de l'ordre. C'est un bon premier pas qui vient répondre à notre revendication. Ça fait longtemps qu'on sollicitait les parlementaires là-dessus. On commence à être entendus. C'est important aussi d'intégrer le principe même de peine minimale dans le débat parlementaire, parce qu'il faut aussi faire entendre l'idée qu'il n'est pas normal que des personnes qui soient connues pour des violences, pour des atteintes aux fonctionnaires de police, mais à toutes les personnes chargées d'une mission de service public, eh bien, soient libres. On enchaîne en ce moment et depuis plusieurs années des affaires de personnes qui portent gravement atteinte à des policiers qui sont mutilés, j'utilise ce mot parce que c'est le cas, et des personnes qui ne font pas un seul jour de prison. C'est dangereux pour la société, c'est indigne d'une justice dans un état de droit, et c'est vraiment, comment dire, c'est profondément injuste pour aussi les victimes que sont les policiers qui tous les jours garantissent la sécurité des autres sans avoir la possibilité dans leur propre pays de pouvoir avoir une justice à la hauteur. Pascal, vous êtes à Clermont-Ferrand, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Madame Kebab. Alors, bonjour. Proposition de loi instaurant une peine minimale en cas de récidive de violence contre policiers et gendarmes, vous en pensez quoi, Pascal? Ah bah pour moi c'est essentiel. Hein. Il devrait y avoir zéro tolérance pour ça c'est clair. Oui. Zéro tolérance. Pour moi, la police devrait être. Mais attention. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en contrepartie, la police devrait être irréprochable. Vous comprenez? L'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous pensez qu'elle n'est pas irréprochable, Pascal? Je pense qu'elle n'est pas irréprochable, non. Ouais. Et c'est pas un problème de la police en général. C'est un problème d'individus dans la police. De formation d'individus dans la police? Non, je pense que c'est des gens dans la police qui sont comme ça. Et quand on leur donne l'autorité et ils ont le droit d'utiliser la violence, c'est les seuls qui ont le droit d'utiliser la violence dans la société. Et ils devraient, il faut peut-être que la sélection, peut-être parfois se fait. Linda Kebab. Que dites-vous, Pascal? J'entends tout à fait ce que dit monsieur. Je veux juste rappeler un chiffre, soyons factuels. 4 millions d'interventions de police par an, 1400 saisines IGPN sans que ces 1400 ne donnent suite finalement à la révélation de faits qui soient réels. Ça veut dire 99,96 des interventions de police qui se passent très bien et qui sont accomplies avec déontologie, avec force et qui ont vocation à protéger nos concitoyens. Ce que je veux dire par là, c'est que toute organisation humaine à ses brebis. Toute organisation humaine est imparfaite puisque l'humain est imparfait, et des personnes qui bafouent leur déontologie, il y en a chez les médecins, il y en a chez les journalistes, il y en a dans les professions aussi chargées de protéger les personnes. Je parle là à l'instant des médecins, mais également chez les magistrats. Et pourtant, la police a quelque chose de bien particulier, c'est qu'elle bénéficie tout le temps dans le débat public de l'idée qu'elle serait moins irréprochable que les autres. Or, on sait qu'il y a d'autres professions aussi qui ont en leur sein des brebis galeuses, mais il y a quand même quelque chose de particulier pour les policiers, c'est ce traitement différencié médiatiquement et dans l'opinion. Alors qu'en réalité, comme l'a dit si bien ce monsieur il y a quelques instants, c'est une question d'individu. Dernière chose, on est une administration policière, on est une administration française, pardon, et quand on dit administration française, c'est toujours très compliqué. Il y a beaucoup d'inertie, etc. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que des discours qui disent que la police ou les policiers ne seraient pas irréprochables, je trouve ça assez dangereux parce qu'aujourd'hui, on a quand même dans nos discours l'idée très acabiste que les policiers seraient violents fondamentalement, seraient fondamentalement racistes, etc. Alors qu'en réalité, c'est toujours une question d'individu, il faut le rappeler. Je suis bien d'accord et je comprends ce que vous dites, madame, et je vous respecte et je respecte ce que vous représentez, bien sûr. Moi, je suis un citoyen lambda. Hein. Moi, la police, je les respecte. Je suis poli avec eux, je respecte leur travail. Bon, mais si vous voulez, moi, quand je suis devant mon poste de télé et que je vois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Cédric Chouviat qui s'est fait interpellé violemment au point qu'il en est mort, quelqu'un qui était un père de famille, qui avait un travail, et qu'à côté de ça, on laisse des gens galoper dans la nature qui sont dangereux. Moi, si vous voulez, je me pose quand même des questions. Et en plus de ça, dans les manifestations des Gilets jaunes, où on a tiré intentionnellement dans les yeux des gens, mais comment voulez-vous qu'on accepte ça? C'est pas possible. Intentionnellement, Pascal. Oui, intentionnellement. Alors, monsieur Bourdin, c'est intentionnel. Il y a des gens, des familles, des pères de famille, des mères de famille, des gens âgés qui ont pris des projectiles, des LBD dans les yeux. Et même si on a un ordre, on peut tirer un peu plus bas. Enfin, quel être humain est capable de tirer dans les yeux de quelqu'un? J'ai vu cette pauvre gamine qui avait 20 ans, qui avait un œil crevé. Comment voulez-vous qu'on s'ouvre l'enquête de ça? C'est pas possible. Et tout ça, ça retombe sur l'image qu'on a de la police. Linda Kebab, vous répondez parce qu'il est 57, allez-y.
Oui, très rapidement. En fait, intentionnellement. En réalité, je pense qu'il faut vraiment n'avoir jamais encadré de manifestations violentes ou débordantes pour pouvoir dire intentionnellement. Lorsqu'on sait qu'il y a et d'ailleurs, nous, on a été les premiers à le dénoncer, le fait que il y a des Black Blocs qui s'étaient servis des gilets jaunes comme bouclier humain. La deuxième, un matériel qui n'était pas forcément adapté, et notamment des cartouches qui ont été adaptées avec une visée qui était moins performante. Et dernière chose, le premier mutilé, le premier réborgné, le premier à avoir perdu une œil dans l'histoire des gilets jaunes, c'est un policier. C'est le 24 novembre 2018 et lui, il est passé à la trappe et aux oubliettes. Il a été victime d'une bombe artisanale avec des clous qui lui ont transpercé les yeux et on n'en a jamais entendu parler. Bien, merci Pascal, merci Linda Kebab d'avoir été avec nous. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre Jean-François, j'en suis absolument désolé. Jean-François, mais la prochaine fois, je suis désolé parce que c'est comme ça, hein, c'est le débat, c'est le temps, il est 10h58, il faut que je me presse d'ailleurs, 10h58. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04 et vous le savez, tous les jours entre 11h et midi, nous débattons confrontation d'idées ici sur Sud Radio, confrontation d'idées autour d'un sujet précis et ce matin nous parlons d'agriculture et notamment de notre souveraineté agricole. Que se passe-t-il ? Eh bien, nous importons de plus en plus de produits agricoles. Notre souveraineté alimentaire est en danger. Nous importons 50% de ce que nous consommons. La production française baisse chaque année. Le nombre d'exploitations baisse. Quelle solution ? Je pose la question. Faut-il produire plus pour importer moins ? Je pose une question qui est évidemment qui suscite de nombreuses réactions, je le sais, et les réactions, nous allons les avoir avec vous, 0826 300 300, et avec nos invités, nos trois invités, ce matin, alors par ordre alphabétique, Dominique Chargé, qui est président de la coopération agricole, les coopératives agricoles, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Guillaume Gontard, qui est sénateur, président du groupe écologiste, bonjour. Merci. Et Jean-Baptiste Moreau, qui était député Renaissance, enfin La République En Marche à l'époque, et qui a été rapporteur du projet de loi sur l'agriculture et de l'alimentation et qui est lui-même agriculteur. Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour, tout à fait. Agriculteur dans la Creuse. Éleveur dans la Creuse, oui. Éleveur dans la Creuse, vous êtes toujours éleveur dans la Creuse. Je suis toujours éleveur que les choses soient claires. De vaches limousines dans la Creuse, oui. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Vous êtes je suis toujours éleveur. Bon, éleveur dans la Creuse. Alors, j'ai posé une question. Je fais un tour de table. Faut-il produire plus pour importer moins ? Tiens, je vais commencer avec Guillaume Gontard. Déjà, je pense que sur la question de produire plus, je pense qu'on produit déjà plus et qu'on voit bien que les rendements depuis un certain nombre d'années, de toute façon, sont au maximum. Oui. Et donc, comment produire plus ? Et la question, elle est là. Oui. Elle est surtout de la question, c'est de qu'est-ce qu'on exporte et de qu'est-ce qu'on peut consommer directement sur notre territoire. Oui, mais on produit plus, mais on importe plus. Oui, mais c'est bien la question de savoir comment et qu'est-ce qu'on produit sur notre territoire pour que effectivement on soit sur cette autonomie alimentaire. On avait un rapport qui avait été fait au Sénat justement sur cette autonomie alimentaire et la manière, notamment sur l'angle de la sécurité, de dire comment notre pays peut résister justement en termes alimentaires et que par exemple une ville comme dans l'exemple de chez moi, comme Grenoble, c'est 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire, parce qu'on a un système, on a un fonctionnement qui fait que l'alimentation ne vient plus justement dans un rayon autour justement de ces grandes métropoles, et donc on a une vraie problématique. Et de la même manière sur l'importation, c'est sûr que quand on est à 30% d'importation sur les légumes, 50% sur les fruits, c'est sûr que ça pose une vraie problématique. Même plus que ça. Fruits et légumes, 50%, mais d'autres produits, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça, oui, je sais bien. C'est bien plus que ça. C'est bien une vraie problématique, et c'est de se poser la question de pourquoi, et mettre en parallèle aussi sur l'évolution de notre agriculture. C'est ces 40-50 dernières années de politique agricole qui nous ont amené à diviser en 20 ans par 2 le nombre d'exploitations agricoles. Alors pas forcément en termes de surface, mais on peut se poser les questions aussi. Qu'est-ce que ça a amené comme type de modèle ? Alors je continue mon tour de table. Faut-il produire plus pour importer moins ?
moins. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, elle est déjà plus assurée au niveau français. On parlait des fruits et légumes, on peut parler de la volaille, on peut parler même de la viande bovine, où on a dit longtemps qu'on était en surproduction. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une désaffection vis-à-vis du monde agricole. Alors, je dirais que l'agriculture, c'est un peu comme le sélectionneur de l'équipe de France de foot. Tout le monde a un avis dessus, sauf que ceux qui sont vraiment compétents pour en parler et pour le faire sont assez peu nombreux au final. Oui. Donc, on a aujourd'hui un gros souci effectivement de diminution de la production dans un certain nombre de productions aujourd'hui, et c'est pas avec des yaka faucons qu'on va le résoudre, mais c'est en donnant un peu plus d'attractivité à ce métier-là, parce que longtemps ce métier-là a été sous-rémunéré. Il l'est encore dans beaucoup de productions. Il l'est encore dans beaucoup de productions, dans la plupart des productions. Oui. Des éleveurs laitiers n'atteignent pas le revenu médian. Oui, ben, bien sûr. Et les éleveurs laitiers, les éleveurs bovins viande, ce qui est mon cas, on a connu, c'est le cas de le dire, des années de vaches maigres pendant très très longtemps, ce qui démotive complètement. Et aujourd'hui, le simple renouvellement des générations, c'est-à-dire les fils et filles d'agriculteurs qui s'installeront demain, ne suffiront pas à maintenir le potentiel de production français. Donc on doit aujourd'hui être plus attractif, attirer des gens hors cadre familial sur les exploitations, et pour ça il faut donner un revenu digne, parce que sans revenu on ne motivera personne à venir s'installer pour travailler 70 heures par semaine. Donc c'est pas une question de production. C'est aussi une question de production. On a réduit un certain nombre de... Enfin, je veux dire, quand on parle de l'agriculture française aujourd'hui, c'est très souvent pour la critiquer. Or, elle a fait beaucoup dans la transition écologique. On a supprimé un grand nombre de produits, je pense en grande culture, en céréales. On a fait une vraie politique volontariste de diminution des antibiotiques en élevage. On a fait beaucoup de choses, et on stigmatise toujours l'agriculture française comme étant mauvaise, comme étant de mauvaise qualité, alors qu'on a l'alimentation la plus sûre, la plus saine, et qu'on a en France les exploitations à taille humaine et à taille familiale qui nourrissent aujourd'hui la population. Donc il faut maintenir ce modèle, mais il faut un vrai volontarisme politique. Dominique Charget. D'abord, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que je suis aussi un agriculteur, producteur de lait, producteur de volaille, producteur de céréales en Loire-Atlantique. Avant d'être un responsable de coopérative, on est d'abord un agriculteur. Oui, il faut que nous puissions produire plus. Et ce qu'on voit depuis 20 ans, c'est effectivement la diminution de la production française au profit d'importations, qui sont des importations. Alors, on parle souvent du Brésil, on parle d'un certain nombre de pays, mais les importations, elles sont aussi à la porte de chez nous. C'est-à-dire que nous importons des produits qui viennent de Belgique, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent de Pologne, qui viennent d'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, les poulets qu'on importe viennent en partie d'Ukraine, même dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. D'abord, il y a un problème de distorsion de concurrence. Pour moi, je pense que le premier problème auquel on doit faire face, c'est celui de la distorsion de concurrence. C'est-à-dire que si ces produits sont aujourd'hui importés massivement, c'est parce qu'ils sont produits à des coûts qui sont moins élevés que ceux auxquels nous sommes contraints de produire en France, mais qui ne répondent pas en très grande partie aux normes environnementales, sociales auxquelles nous sommes nous confrontés. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est vrai, mais on est face quand même à un dilemme. Que fait, on verra les solutions, parce que chacun vous allez avancer des solutions, mais je continue sur le constat. Enfin, je trouve ça extraordinaire. On a demandé à l'agriculture française une montée en gamme. On lui a imposé beaucoup d'exigences. Malgré cela, on importe de plus en plus, et on importe de plus en plus des produits qui sont de moins bonne qualité. Enfin, c'est quand même ubuesque, cette situation. Alors, ça fait effectivement partie des contresens dans lesquels nous nous sommes engagés. Contresens dans le sens où la montée en gamme a été interprétée comme le haut de gamme, très haut de gamme. En revanche, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est réussir à nourrir toutes les populations françaises, et même, j'allais dire, en partie européennes. Donc, y compris les endroits où nous importons beaucoup aujourd'hui, notamment la restauration hors domicile. En restauration hors domicile, les chiffres que vous donnez, par exemple, 80% des poulets que nous consommons aujourd'hui en restauration hors domicile sont des poulets importés. 80% des légumes, parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils répondent à un besoin d'alimentation auquel nous ne sommes pas en capacité de répondre, nous, aujourd'hui, producteurs et acteurs français. Donc on a cette question aujourd'hui d'être en capacité de nourrir toutes les populations, et la montée en gamme, en fait, aurait dû s'interpréter comme étant une montée en gamme de toutes les gammes, y compris des entrées de gamme et des moyennes gammes, qui sont aussi des produits de consommation auxquels nous devons pouvoir apporter satisfaction aux consommateurs. Et ça n'a pas été pris en compte. En tout cas, il y a eu une surinterprétation. Est-ce qu'avec les normes imposées, on peut aujourd'hui produire en France pas cher des produits moyenne gamme, par exemple? Non, l'alimentation a un prix. L'alimentation a un prix. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux agriculteurs, c'est pas seulement de produire plus, mais ça va être aussi de produire mieux. Décarboner nos filières,
réduire effectivement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse et passer à des solutions alternatives qui répondent à nouveaux besoins. Et on peut le faire parce que l'Europe est un formidable, le marché commun, c'est un formidable outil pour l'agriculture et ça a sauvé bien des exploitations et bien des fermes. Maintenant, il faut qu'elle arrive à protéger son agriculture aussi et son modèle agricole, qui n'est pas le modèle agricole mondial. Et pour le protéger, c'est-à-dire qu'on se donne des normes entre nous, il faut déjà les harmoniser entre pays européens, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu récemment avec les néonicotinoïdes, c'est-à-dire que la France est le seul pays qui interdit l'utilisation de tous les néonicotinoïdes sur les betteraves, alors que l'Allemagne continue à pulvériser, la Suisse aussi, enfin les Belges aussi. Donc on est en cas de distorsion de concurrence intracommunautaire, ce qui sont les cas de distorsion les plus graves, parce qu'on est sur le même marché. Mais après, il faut que l'Europe se donne les moyens de contrôler les produits qui arrivent en Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, on importe d'Amérique du Sud des volailles qu'on se refuse de produire aujourd'hui en France et en Europe. Complètement. Enfin, moi, je pense qu'il y a cet aspect de contrôle, évidemment. Mais ça, je veux dire, on le connaît à la fois sur l'agriculture, on le connaît sur l'industrie, on le connaît sur la question au niveau européen d'avoir à la fois des règles effectivement communes. Ça fait c'est le but, mais aussi de savoir se protéger. Et on sait que d'autres pays savent le faire. Et donc, à partir du moment où on n'aura pas des règles d'entrée aux frontières, à la fois de contrôle, à la fois d'impact effectivement carbone, environnemental, social, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel il faut avancer. Au niveau de l'Union européenne, on voit quand même qu'il y a des orientations qui sont données, mais c'est vrai que moi, souvent, ce que j'entends dans les discours, c'est qu'on me dit oui, on importe parce que c'est moins cher, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, etc., etc., etc. Mais un petit peu, j'entends derrière ça, en gros, il faudrait qu'on fasse pareil, quoi. Et donc, il faudrait qu'on redescende. Moi, je pense que ça serait une grave erreur et que c'est au contraire. C'est que, effectivement, on a un vrai travail de transition de l'agriculture en France. Et ça, c'est un travail politique. Enfin, je veux dire, c'est une orientation. Pourquoi on est arrivé avec ce type d'agriculture? C'est parce qu'il y a eu un choix politique. Donc, à un moment donné, il faut juste savoir où on va, avoir un véritable cap et mettre les moyens politiques derrière pour faire en sorte de pouvoir produire localement. Et après, sur la question du prix, c'est pareil. C'est un choix politique. Sur la question de l'alimentation en collectivité, désolé, on a des grandes collectivités qui arrivent à faire du local, du bio, à 50, 100%, puisqu'on a des exemples, avec des tarifs. Alors oui, il faut de l'argent public, je suis d'accord, mais c'est à la fois ça coûte pas forcément plus cher quand on travaille à la fois sur le gaspillage, quand on a une réflexion globale, mais peu importe. Oui, moi ça me dérange pas, ça coûte plus cher. Je veux dire, un agriculteur qui va travailler en bio, en local, sur des plus petites parties, oui, ça va peut-être plus cher, mais un particulier n'a peut-être pas les moyens de payer l'argent. De la même manière, en même temps, on a quand même un modèle de société qui, depuis 40 ans, érige l'alimentation comme étant la variable d'ajustement du budget des ménages. On ne cesse de dire aux Français que l'alimentation n'est pas chère et qu'avec cette alimentation pas chère, ils pourront avoir d'autres sources, d'autres besoins exprimer d'autres besoins de consommation. On est passé de 30% du budget à moins de 10%. Voilà, donc moi je pense que le véritable problème, il est aussi qu'on a trop expliqué aux Français que l'alimentation n'avait pas de prix, pas de valeur. On est constamment, avant les lois en tout cas de Jean-Baptiste Moreau, on était constamment en promotion, si bien que les Français ne connaissent pas la vraie valeur de leur alimentation. Après, il y a un deuxième point dont je voudrais parler parce qu'on n'en a pas parlé encore. C'est le changement climatique. Le changement climatique a une vraie incidence aujourd'hui sur nos moyens de production. Je vais vous citer un exemple. J'ai assisté cet été en Bretagne, dans une entreprise qui fait des légumes de conserve, à une production qui a été diminuée de 50%. C'est-à-dire que les contrats n'étaient remplis qu'à 50% des objectifs de production. Ce qui veut dire que pour les temps qui viennent, vous avez 50% des boîtes de conserve qui sont vides. Je comprends. Et les producteurs l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, notamment celle du manque d'eau. Et aujourd'hui, ces producteurs, et ça revient quand même au modèle dont on parlait, vont faire d'autres choix que ceux de la production de légumes. C'est-à-dire qu'ils vont convertir leur production dans d'autres productions qui répondront moins à un besoin immédiat d'alimentation. Je vais revenir là-dessus sur les légumes parce que je voulais prendre en exemple les légumes. Il est 11h10, on va le faire tout de suite après cette page de pub, il est 11h17. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Allez, parlons de notre agriculture. J'aime bien parce que il est rare d'organiser un débat autour de l'agriculture. Nous allons prendre Yvette dans un instant parce qu'Yvette va au marché. Elle va nous faire part de ses réflexions, mais je voulais prendre l'exemple des légumes. Selon les Échos, c'est un article récent, les Français consomment de plus en plus de légumes
importés, donc Félix Mathieu. Oui, quasiment 2/3 des légumes surgelés ou en boîte de conserve ne sont pas cultivés en France et cette dépendance aux légumes étrangers, eh bien, elle s'aggrave avec le temps. Selon Dominique Chapuis du journal Les Échos, seuls 40% de légumes d'origine française. Concernant le surgelé, c'est pire. Les 3/4 des légumes de surgelés viennent de chez nos voisins belges, espagnols ou italiens qui produisent pour moins cher. Alors au-delà de cette question des coûts, le réchauffement climatique a aussi fait chuter les rendements. Certaines productions n'ont pas survécu à la sécheresse ou certains légumes sont sortis de terre rabougris, pas vendables. Résultat, 7% d'agriculteurs auraient jeté l'éponge l'année dernière selon les représentants de la profession. Voilà, les légumes, on va y revenir. Yvette voudrait intervenir. Bonjour Yvette. Bonjour. Bonjour Yvette, vous êtes à Perpignan, voilà. Hein Yvette? Oui, voilà, à côté. Enfin, oui, voilà. Bon. Donc je voulais vous dire, quand je vais au marché, moi par exemple à Saint-Laurent l'été, bon, je vois les tomates que produisent les producteurs de Saint-Laurent, il y a marqué provenance du pays, enfin du pays, Patelin, quoi. Oui. Voilà. Donc je regarde, par exemple, ils les vendent à 1,80 le kilo. Je vois les tomates du Maroc. 99 centimes. Je prends les tomates du Maroc parce que j'ai une toute petite retraite. Voilà. Tant pis si je mange moins bien. Et j'ai vu, je peux vous le dire vite fait, sur l'almanach Bermo de 2020, il y a marqué « Car figurez-vous que les fruits et légumes produits localement sont soumis à une taxe spéciale, alors que ceux qui viennent en avion allègrement n'ont pas de taxe spéciale. » Non mais Yvette, non. Vous croyez ça? Non, je crois pas Yvette. C'est l'Union européenne qui l'a voté. Non. Ça Yvette, je sais pas qui vous a raconté ça, mais c'est une bêtise. Non, mais c'est certain que les légumes produits localement sont plus chers que les produits importés. C'est pas à cause de l'Union européenne que les légumes produits localement sont plus chers. C'est à cause du coût de la main-d'œuvre. C'est à cause du coût, voilà. Coût de la main-d'œuvre, des produits phytosanitaires qui sont utilisés là-bas, qui sont interdits chez nous aujourd'hui. Et dans certaines productions, on est d'ailleurs dans des situations d'impasse où on n'a plus de produits qui luttent contre certaines maladies en France et en Europe. Donc, d'où l'abandon d'un certain nombre de productions aujourd'hui. Je pense aux fruits à coque et les noix ou autres qui posent un certain nombre de problèmes aujourd'hui dans la culture. Donc voilà, les coûts de production sont effectivement beaucoup plus élevés parce qu'on a aussi des exploitations de plus petite taille. Voilà, donc ça c'est... Mais comment font les Italiens, les Espagnols et les... L'eau, voilà, j'allais vous en parler. L'eau, par exemple, est une vraie donnée aujourd'hui évidemment indispensable et très controversée. Mais aujourd'hui, on sait par exemple que l'Espagne irrigue 18% de ses surfaces parce qu'ils ont pris le problème avec l'importance qu'il avait, alors qu'en France on irrigue aujourd'hui que 6% de nos surfaces et on a un vrai problème. Les légumiers dont je vous parlais tout à l'heure en Bretagne, leur principal problème l'été dernier a été le manque d'eau. Bon, alors on n'irrigue pas assez. C'est une vraie question. Enfin, on n'irrigue pas assez alors. La question vous, sénateur écologiste. Justement, la question sur l'irrigation, effectivement, ça a été rappelé pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, parce que souvent on a l'impression, c'est qu'effectivement c'est 5% des surfaces qui sont irriguées en France. Mais la vraie question, c'est sûr que pour le maraîchage, évidemment qu'il faut de l'eau, évidemment qu'il faut irriguer. Mais toute vie animale et végétale, il n'y a pas de vie sans eau. Oui, mais je suis beaucoup moins sûr justement dans notre orientation et dans notre modèle agricole, si on prend l'exemple du maïs, qui est par exemple très gourmand en eau, sur le fait de pourquoi on a de si grandes surfaces de maïs, et ça va avec le modèle aussi élevage, etc., sur lequel on pourrait avoir d'autres manières de faire, pour privilégier effectivement l'eau, sur le maraîchage, c'est évident. Mais on a aussi une visibilité à avoir. Moi, pareil, je suis tout à fait d'accord sur la question de la science. Effectivement, il faut qu'on écoute les scientifiques. Dernier rapport qui est sorti sur les glaciers. Je suis dans un territoire assez concerné, en Isère. C'est, à l'échelle mondiale, disparition de 80% des glaciers sur les prochaines décennies. Et quand on regarde de près, en France, c'est en gros, peut-être qu'il restera un petit bout de glacier sur le Mont Blanc, et puis voilà quoi. Derrière, c'est quoi les glaciers? C'est notre réserve en eau, c'est notre ressource en eau. Donc si on n'a pas une vraie vision globale sur à la fois effectivement comment on gère cette eau-là, moi je le vois sur les alpages, sur mon territoire, oui, cette année on a des brebis qui sont descendues beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y avait des manques d'eau. Donc oui, il y a des adaptations à faire, mais attention à ne pas faire n'importe quoi et avoir une vision justement sur plusieurs décennies sur comment on va avoir cette ressource en eau. Et cette ressource en eau, elle sera évidemment gérée aussi par le type d'agriculture qu'on met en place et de justement en travaillant sur cette autonomie alimentaire. Et puis après, je pense qu'il faudrait revenir sur ce que disait Yvette sur la question effectivement du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait Yvette. Déjà, c'est bien, elle va sur le marché, elle achète des produits frais. C'est bien. Mais je veux dire que entre un prix de tomate
qui est 2 fois moins cher, c'est difficile de dire à un consommateur non, il vaut mieux prendre, même si c'est le producteur local, même si on le connaît, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, voilà. Oui, enfin, alors c'est sûr qu'il y a 99 centimes l'été à 1,90 €. Il y a évidemment la part de l'alimentation dans le budget global, mais c'est aussi à se poser la question, c'est comment on peut mieux accompagner, parce que derrière ça, il y a une question de santé. C'est-à-dire qu'entre les tomates, effectivement, qui sont venues, je ne sais pas si c'est d'Espagne ou du Maroc, qui ont des produits phytosanitaires, qui ont été produits dans des conditions particulières, il y a un impact à la fois social, il y a un impact sur la santé, et cet impact sur la santé et sur la manière dont on se nourrit, il est particulièrement important. Parce que ça, c'est des économies aussi à long terme. Bien, Jean-Baptiste Moreau. Oui, non mais et le réchauffement climatique a d'autres conséquences. On est aujourd'hui au niveau agricole et alimentaire dans un marché mondial. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique fait que justement, il y a des terres en permafrost, notamment en Russie, qui sont en train de se découvrir, qui sont des terres vierges avec des hauts potentiels de rendement, qui avec moitié moins d'engrais que ce qu'on peut utiliser en Europe, font des rendements du double. On est aujourd'hui dans une compétition qui est mondiale, et le réchauffement climatique, il impacte négativement une grande partie de notre agriculture, il impacte positivement parfois certaines autres agricultures dans d'autres régions du monde. Et du coup, elle se retrouve en situation d'export. La concurrence est encore plus rude, d'où le rôle important de l'Europe au niveau de protecteur de notre modèle agricole et de notre agriculture, mais aussi le fait de donner des moyens de production à nos agriculteurs par la recherche variétale d'espèces moins gourmandes en eau. Si je vous comprends bien, il faut poursuivre la montée en gamme. Quoi. Non, oui, pas que. Avec cette concurrence, il faut poursuivre l'adaptation. Il faut poursuivre l'adaptation de notre agriculture et j'allais dire de notre modèle de production globalement, parce que les conséquences dans la durée de ce qui s'est passé par exemple sur les légumes cet été en Bretagne, de ce qui est en train de se passer probablement sur la betterave et le sucre, avec une distorsion de concurrence qui est en train de naître, font que notre industrie, dire l'outil intermédiaire indispensable, l'industrie agroalimentaire entre l'agriculture et l'alimentation, elle risque de disparaître. Si la production n'est plus assurée, la production agricole, cette industrie va disparaître. Et ça engendre dans la durée des importations qui vont augmenter. Pour nous, c'est un vrai sujet. Parce que, sans compter que les industries agroalimentaires sont souvent sur des territoires ruraux où il n'y a pas d'autres industries. Mais bien sûr, ces industries, elles sont au cœur de la production, elles sont indispensables. Si nous n'avons plus ces industries, et ça c'est un vrai angle mort aujourd'hui de la part des pouvoirs publics d'une manière générale. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas à quel point notre industrie est en train de souffrir de ces distorsions de concurrence, de ces enjeux climatiques, si nous ne trouvons pas des solutions rapidement, qui sont effectivement multifactorielles. C'est-à-dire que la question de l'eau en est une, la question de l'adaptation génétique et des variétés en est une autre, le changement de pratique, l'adaptation de nos pratiques en est aussi une, mais nous devons avancer sur ces adaptations. Bien, je vous donnerai la parole tout de suite après, Guillaume Gontard, mais je suis obligé de faire une petite pause de pub. Il est 11h28. Allez, à tout de suite pour poursuivre ce débat. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je finis avec le constat, ensuite les solutions à trouver. Autre constat sur les poulets, par exemple, les poulets. Eh bien, les Français, en 20 ans, la part de poulets importés consommés par les ménages français est passée de 20 à 50%. Voilà, de 20 à 50% de poulets importés. Moins de poulets labellisés, on consomme en France moins de poulets labellisés parce qu'ils sont plus chers, évidemment. Que fait-on ? Et que fait-on ? Est-ce qu'on, je ne sais pas moi, est-ce qu'on continue de monter en gamme avec une labellisation ou est-ce que fait-on ? De toute façon, sur la question des poulets, mais qu'on pourrait reprendre sur. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher la question de la qualité. Parce que de toute façon, même au niveau international et au niveau européen, on a intérêt à travailler sur la question de la qualité. Sur la question de l'adaptation, ça a déjà été dit par rapport au réchauffement climatique, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille sur une adaptation, sur des exploitations qui sont plus petites, qui permettent justement de traiter en extérieur, on traite aussi la question de tout ce qui peut être pandémie aussi, puisque ça c'est une vraie question aussi, et notamment qui est liée sur la question de la volaille. Oui, la grippe aviaire. Mais c'était un vrai problème, et sur l'importation. Donc bien sûr que c'est quelque chose de global, mais que si à un moment donné on veut effectivement agir sur le prix, c'est de la politique publique, et que un agriculteur qui va travailler, subventionne l'agriculteur sur de l'extérieur, mais l'agriculteur il est déjà subventionné. On est déjà dans un système de toute façon où on est sur de l'aide et de la subvention. Mais pour moi c'est pas de la subvention. Moi je pense que les agriculteurs
doivent et les paysans doivent être rémunérés par rapport au travail qu'ils réalisent. Mais le service environnemental rendu, il est particulièrement important. Ça veut dire que le type d'agriculture et l'impact qu'il va avoir sur l'environnement, forcément, on n'aura pas forcément le même suivant le type de modèle. Et à un moment donné, ça, il faut que ça soit une rémunération et qui est une véritable rémunération. Parce qu'on y gagne tous. C'est-à-dire que quand il y a des pollutions d'eau, à qui ça... Enfin, je veux dire, c'est à la fois des problèmes justement d'alimentation en eau, mais c'est des coûts. En matière d'agriculture et d'alimentation, il y a un seul patron, c'est le consommateur. Oui. Aujourd'hui, il faut quand même être capable, au niveau agricole, de fournir ce que le consommateur nous demande. Alors, je dis pas de rentrer dans la course au coût de production bas, parce qu'on n'arrivera jamais au niveau des Brésiliens ou des Chinois sur le port, ou avec des ateliers de port à 3 étages qui ressemblent à des buildings, ou à 5 étages qui ressemblent à des buildings. Mais il faut quand même être en capacité de proposer aux consommateurs, à partir de l'agriculture française, un panel d'offres avec des prix différents. Dites-moi, avec des porcs élevés en liberté, Maria, moi je suis pas d'accord. Mais si on repart nourrir tous les Français, attendez, ce qu'on produira pas, on l'importera. Ce qu'on produira pas, on l'importera. Moi, je pense qu'il faut effectivement se reposer la question de notre capacité à répondre à toutes les demandes de consommation. On voit qu'aujourd'hui, une bonne partie de cette demande, nous n'y répondons plus pour à peu près la moitié de ce qu'on consomme, jusqu'à 80% dans les poulets, comme vous le disiez, en restauration hors domicile. Donc il faut que nous puissions remettre en place des moyens de production qui correspondent à cette demande qu'on a aujourd'hui. Qu'on ne fait plus, qu'on a arrêté. Alors quels moyens Ça veut dire de remettre dans les exploitations des élevages en volaille, par exemple, qui répondent à cette demande spécifique qui est celle de la C'est-à-dire de gros élevages, avec de grosses productions. Non, ça ne veut pas dire forcément des gros élevages, ça veut dire des élevages qui répondent à des normes qualitatives qui sont celles qui sont demandées par ce type de consommation. Et ça ne veut pas dire que c'est des produits bas de gamme. Donc il faut produire plus. Bien sûr qu'il faut produire plus. Si on veut reconquérir notre souveraineté alimentaire, il faut évidemment produire plus. Et il faut que nous puissions remettre en place. Mais on est complètement d'accord. Non, il faut produire plus, il faut produire mieux. Et il faut produire durable. Le durable étant le lien que nous faisons aujourd'hui entre cette production agricole et effectivement... Produire plus, mais pas produire durable, du coup. Les écosystèmes, mais si, on peut produire plus. Mais si, on peut produire mieux et différemment. Il faudrait plus et différemment. Mais si, par rapport aux besoins qu'on a réels. Et là, on le voit bien, par exemple, sur la volaille. Moi, je voudrais reprendre cet exemple, mais c'est pareil sur les légumes. La vraie problématique qu'on a sur la restauration collective, parce que moi, je pense que c'est un vrai enjeu, parce que c'est par là aussi qu'on montre aussi ce lien à l'alimentation. En général, on touche les enfants, etc. Qu'est-ce qui se passe sur les territoires? La restauration collective, c'est pas que public, c'est privé aussi. Mais c'est privé, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Mais même justement sur le privé, on a des grandes entreprises qui veulent justement dans leur restauration essayer de travailler justement sur une alimentation à la fois locale, plutôt sur du bio. La grosse difficulté, c'est de se fournir. C'est la structuration de l'offre sur les territoires en proximité. Non, mais d'accord. C'est notamment, c'est que si le producteur de volaille, il n'existe plus à côté, et donc du coup qu'effectivement on est obligé d'aller. Monsieur le dessinateur, on dit exactement la même chose. Il faut remettre des moyens de production en place sur les territoires. Sauf qu'il faut des moyens de production à l'échelle des territoires. Sur la question des légumeries, on travaillait sur une question par exemple des collèges et l'alimentation. Sur quoi on bute, c'est effectivement qu'à un moment donné, il faut une structuration de l'offre en termes de légumes. Vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Sur la question des abattoirs, on voit des outils, c'est la même chose. On voit des abattoirs, ils ont fermé parce qu'ils sont plus rentables. Parce qu'il n'y a plus assez de production. Mais on voit des outils de production. On voit des outils de production. Un abattoir, faut du volume. C'est des charges fixes. J'ai été président d'un abattoir. On vient de dire qu'il y avait 70% qui étaient importés. Je vous dis que les abattoirs vont continuer à fermer. 70% de volaille qui est importé. Vous avez donc il faut produire plus. Évidemment, on voit des outils de production disparaître en France et des importations de produits qui sont inférieurs aux normes qualitatives que nous avions dans les outils de production qui disparaissent en France. Je suis complètement d'accord. C'est là où la puissance publique doit agir et c'est là où elle agit pas. Je suis désolé, mais sur la structuration de la filière, ça n'est pas que la puissance publique. Il y a un débat de société. Enfin, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, dès qu'il y a un projet agricole, dès qu'il y a un projet agricole, dès qu'il y a un projet industriel, quel que soit le produit, quelle que soit la qualité, il y a une association qui se montre contre. Si, en France particulièrement, vous avez forcément une opposition et vous avez aujourd'hui une lassitude. Vous avez une, monsieur le sénateur, vous avez une lassitude. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde
où justement les installations d'exploitation agricole sont aussi contestées qu'en France? Non, et les exploitations et les installations d'entreprises, parce que les exploitations agricoles, justement, elles ont besoin d'entreprises, elles ont besoin de légumeries, elles ont besoin d'agroalimentaire pour s'installer. Non, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai problématique. Les porteurs de projets se découragent bien des fois devant toutes les oppositions qui se montent sur les territoires. Il vous faut 2 ou 3 ans en France pour faire ce que vous pouvez faire en 6 mois en termes de réglementation, de charges administratives, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique. Voilà. Ouais. Et ça décourage les acteurs français. Mais je comprends. Non seulement ça décourage les acteurs français... Ce que je vois sur les territoires, alors on n'est peut-être pas effectivement sur de l'industriel, je suis d'accord, mais sur la structuration de l'offre à l'échelle d'un territoire, sur des abattoirs, des petits abattoirs par exemple, et d'arriver à les conforter, c'est un vrai problème justement à la fois d'aide publique, à la fois de vision globale. Moi j'ai un vrai problème avec le small is beautiful, hein, parce que les petits abattoirs, c'est souvent eux qui se font épingler sur le bien-être animal, et c'est souvent pas les outils industriels d'abattage. Peut-être, mais moi je vois pas le rapport. Moi je pense qu'on est dans l'excès. On est dans l'excès sur l'opposition des modèles. On est dans l'excès. Si vous voulez, enfin pour moi le fait que ça soit à taille humaine, c'est aussi local. Si on est en train de réfléchir en autonomie, la taille humaine, notre alimentation sur notre territoire, monsieur le sénateur, c'est quelque chose. Enfin, moi, je sais pas de quoi on parle quand on parle de taille humaine. Moi, ce que je sais très bien, parce que quand on a une question comme la pandémie qu'on vient de vivre, on commence à se réapercevoir en fait de ce que c'est la taille humaine et de quelle manière on peut produire. On est tous d'accord sur le fait que l'humain doit privilégier. Mais vous opposez. Moi, je pense qu'on est dans l'excès d'opposition des modèles. Voilà, tout simplement. On oppose des modèles par pure conviction politique. Moi, je pense pas qu'il y a d'opposition de modèles. Le problème, c'est que c'est pas avec des toutes petites fermes qu'on arrivera à nourrir les Français. Non. Ça, c'est un vrai problème. Et oui. Et un minimum de structuration. On a divisé par 2 en disant le nombre de fermes. Je ne sais pas si c'est le meilleur modèle. Je ne sais pas. On trouve déjà pas de main d'œuvre. Moi, je pense qu'il faut des exploitations et des filières, incluant l'agroalimentaire, qui répondent à tous les besoins d'alimentation. On va parler de l'installation, effectivement, des agriculteurs, notamment des jeunes. Mais je voudrais que nous prenions Lionel, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Votre fils a 20 ans, il est berger, Lionel. Oui, tout à fait. Il a un troupeau de brebis. Oui, il va s'installer, ouais. Oui, il va s'installer. Il démarre la vie avec un crédit. En fait, passer à la radio, vous voyez, en fait, ça m'a fait venir les larmes parce que c'est tous les gosses aujourd'hui de France qui sont comme ça. Pardon? Tous les petits jeunes agriculteurs aujourd'hui, ils sont dans la même galère. Oui. Ils sont dans la galère parce que pour s'installer, ils sont obligés d'emprunter, évidemment. Hein. C'est ça, hein, Lionel? C'est la maladie de la France aujourd'hui. On est en train de tuer notre propre agriculture tout seul. C'est-à-dire, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous vouliez dire? On n'aide pas les jeunes à s'installer, on ne leur donne pas envie. Voilà, on n'aide pas les jeunes à s'installer, on ne leur donne pas envie. C'est vrai, ça? Tout à fait, on a un vrai problème d'attractivité aujourd'hui. Dans nos métiers de l'agriculture, mais aussi de nos outils de transformation, de nos usines d'agroalimentaire. Ce n'est plus un métier qui attire. Notre image n'est pas bonne. La stigmatisation par rapport à d'autres activités comme... Il y a un agribashing. Il y a surtout une stigmatisation des activités agricoles, de l'élevage notamment, enfin par toutes les ONG animalistes qui ont presse ouverte à longueur de temps sur les chaînes nationales. Je veux dire, qui passent leur temps à expliquer que l'élevage c'est mal, que ça pollue, que ça a tous les torts possibles et imaginables, sans prendre en compte les aménités positives de l'élevage, sans se rendre compte que si demain il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'engrais organiques, il n'y a plus que des engrais minéraux, donc c'est une catastrophe environnementale. Je pense qu'il y a de plus en plus, c'est manichéen. Je pense qu'il y a de plus en plus un problème de rémunération. On l'a aussi. Non mais on l'a évoqué, le problème de la rémunération, mais je pense qu'il y a un problème aussi lié au risque. Nous sommes aujourd'hui dans un métier sur lequel nous avons de plus en plus de risques. On a parlé du risque climatique, on pourrait parler du risque marché, on pourrait parler du risque sanitaire. Et ce risque est de plus en plus insupportable pour les agriculteurs. Et j'allais dire insupportable dans le sens où ils ne peuvent plus y faire face. Et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux légumiers, j'y reviens parce que l'exemple est quand même emblématique. S'ils changent leur orientation de production et qu'ils ne font plus de légumes pour faire autre chose, c'est parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux risques auxquels ils sont soumis aujourd'hui dans leur production de légumes. J'ai parlé du risque climatique, mais on a parlé aussi du risque de ne plus pouvoir avoir suffisamment de moyens de protéger leurs plantes. Parce qu'on a des disparitions de molécules pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de solution alternative. Absolument. C'est qu'on interdit avant de trouver des alternatives. Complètement. Sans solution. Pas d'interdiction sans solution alternative. Mais c'est pas fou. Si c'est vrai ça, non, Samuel Ganta?
Guillaume Gontard. Pourquoi ça je ne sais pas si on veut parler des néonicotinoïdes. Peut-être. Non, mais je veux dire, quand on dit qu'on n'a pas d'alternative. Là, il n'y a pas d'alternative. Peut-être qu'il n'y a pas d'alternative. En tout cas, je pense qu'il y a des alternatives. Et on était en train d'en trouver, mais je pense qu'on a donné 3 ans, que la discussion date d'encore avant. Non, mais pas de temps de l'agriculture et pas de temps du politique. Et qu'à un moment donné, je pense que derrière ça, on sait aussi la dangerosité d'un produit. 1200 études, vous parlez des scientifiques qu'il fallait écouter. Oui, mais est-ce qu'on peut accepter là? Moi, je prends l'exemple du chlordécone. Moi, je veux bien. Le chlordécone aux Antilles. C'est une autre époque. Non, mais c'est une autre époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que les aspects sanitaires, ils sont aujourd'hui. Monsieur Gontard, sur la betterave, on mène pas la plante à fleurs, donc il n'y avait pas forcément ce risque avéré. Mais vous avez raison. Vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec la fleur. Non, mais vous avez raison sur le fait. Vous avez raison sur le fait qu'on doit faire évoluer ces pratiques. On était aujourd'hui orienté, on est d'ailleurs aujourd'hui très bien qu'à un moment donné, si on ne le dit pas, stop. Le stop, on le connaissait. 3 ans. Le stop, on le connaît. Non, on a eu 2 ans. Non, mais ça fait 2 ans. Il devait y avoir 3 ans. On supprime la 3e année. Ce qui veut dire qu'on aura probablement un problème de timing, enfin en tout cas de capacité à pouvoir aboutir, et qu'on va décourager des producteurs et probablement mettre à mal une filière. Et demain, on importera plus de sucre. C'est ça que ça veut dire. Et on va fermer des usines en France. Oui. Et on va mettre des gens au chômage. Mais ça, c'est l'argument. Je veux dire, à un moment donné, si on a un produit dangereux qui est avéré, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, à un moment donné, on a 1200 études. C'est pour ça qu'on a supprimé depuis 2015 la pulvérisation. C'est la responsabilité. Moi, je me rappelle, on avait déjà supprimé la pulvérisation. Qui nous disait. Oui. C'est elle qui l'a supprimé avec la loi biodiversité en 2015, la pulvérisation du néonique. Et c'est là qu'est le danger. Le néonique en pulvérisation était un danger pour les insectes, on est d'accord, mais en enrobage de semences, il ne présente aucun danger sur la... 11h44, on va pas faire le débat sur les néonicotinoïdes. Non, parce que je voudrais que nous terminions. Cela dit, c'est vrai qu'interdire sans alternative l'usage de certains pesticides, ça pose problème. Et c'est vrai que les normes environnementales qui sont nécessaires, mais qui en même temps peuvent être un frein à notre agriculture. Bon, on va parler de ça. Et puis, je voudrais quand même revenir sur l'installation des agriculteurs et sur comment faire, parce qu'il y a de moins en moins d'exploitation dans ce pays aussi. Il est 11h45. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'agriculture, la souveraineté alimentaire de la France, des solutions pour la garantir, évidemment. Il y a, certains disent, bon, c'est des petites solutions, pérennisation des exonérations de cotisations sociales pour les saisonniers, ça concerne certains agriculteurs, pas tous peut-être, ne pas interdire sans alternative l'usage de certains pesticides, ça on en parlait. Quelle autre solution? Je pense qu'il faut mettre en place des outils de portage de foncier et de capital, parce qu'aujourd'hui en agriculture, c'est-à-dire un portage de foncier. C'est-à-dire qu'un agriculteur hors cadre, par exemple un urbain ou quelqu'un qui n'est pas issu du monde agricole, qui veut s'installer, il a des besoins d'investissement. Soit il faut qu'il rachète de la terre, c'est-à-dire du foncier, soit il faut qu'il rachète un élevage, c'est-à-dire il faut qu'il rachète des vaches ou des brebis ce qui nécessite des quantités de capitaux importantes. C'est ce que nous disait notre auditeur, qui son fils est obligé d'emprunter pour son troupeau de brebis. Ça nécessite des capitaux considérables, avec une rentabilité de ces capitaux qui est très faible. On est sur des rentabilités aujourd'hui. Alors comment faire? Et les banques ne suivent plus. Comment faire? Il faut inventer des outils de portage de capitaux et des outils de portage pas que de foncier, parce qu'on a beaucoup de fermage de capitaux en général, de capitaux pour l'élevage, c'est surtout du capital. On a aujourd'hui des capitaux qui sont importants dans les exploitations agricoles. Il faut qu'on trouve d'autres formes de transmission que celle de se racheter le capital de génération en génération. Mais on a des plans pour tout. On a des plans pour tout, mais pardon de nous dire, mais dans l'agriculture, je trouve qu'il y a pas. Moi, je pense qu'il y a un sujet majeur. Il y a un sujet au mois de juin. Il y a un sujet majeur aujourd'hui. On a parlé effectivement de la nécessité de se mettre dans les transitions agroécologiques, de changer nos pratiques. Il y a un vrai sujet de l'accompagnement de ces transitions agroécologiques, parce qu'on avait construit un modèle historiquement sur les 40 ou 50 dernières années, dans lequel les modèles de production, les itinéraires, étaient fiabilisés par beaucoup de mécanisation, beaucoup de chimie. Si on sort d'un modèle qui fait moins usage de chimie et qui doit passer à un modèle de solution alternative agroécologique, on va avoir à remettre en production, à remettre en technique de production des sujets pour lesquels les agriculteurs ne sont pas forcément formés, pour lesquels il va y avoir beaucoup d'expérimentation à faire, de recherche, évidemment, on en a parlé, de recherche, d'innovation, mais aussi de déployer cette recherche au niveau des exploitations et les accompagner va être un enjeu majeur demain. Et là, il y a aussi un angle mort dans la façon dont on convertit 400 000 exploitations globalement aujourd'hui à 400 000 solutions
d'un écosystème particulier. Ça, c'est un sujet important. Comprends. Je suis assez d'accord avec ça sur la question de la formation. C'est effectivement, si on veut changer le modèle, il y a une nécessité d'accompagner à travers de la formation. Après, c'est sûr que ce changement de modèle, il va plutôt être créateur d'emplois, mais ça veut dire qu'il va être plutôt on va avoir besoin de main-d'œuvre. Et donc ça, c'est une vraie question sur comment on l'organise, comment on la paye et comment on met ça en application. Et puis sur la question de l'accès au foncier, parce que ça, je pense que c'est un enjeu vraiment primordial. C'est qu'actuellement, quand on voit ce qui s'est produit dans les 10 dernières années, oui, on a eu un agrandissement des exploitations, mais au détriment du nombre d'exploitations. Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. C'est comment, justement, quelqu'un qui n'est pas issu du monde agricole, mais qui veut s'installer, comment il peut y accéder. Et là, pour moi, la place aussi des territoires et des collectivités est particulièrement importante. On a des exemples qui sont assez frappants. Quand des collectivités, que ce soit à l'échelle de l'intercommunalité, que ce soit à l'échelle du département, agissent sur le foncier, que ce soit par de l'acquisition, que ce soit sur du lien entre justement le porteur de projet et l'accès, on arrive à réinstaller des agriculteurs, des paysans et des paysannes. Moi, je pense pas que ce soit au pouvoir public pour le coup d'acheter du terrain, vraiment. Et on va dans nos zones d'élevage aujourd'hui, le problème va pas être d'acquérir du terrain. Non mais je suis d'accord, mais enfin l'agriculture se limite non pas mais qu'à l'élevage. je suis d'accord, mais sauf que dans nos terrains d'élevage, on va vers une déprise agricole aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a du terrain qui va repartir à la friche, puis à la forêt, parce que la végétation naturelle, c'est pas la prairie, contrairement à ce que certains disent parfois. Ça finit en forêt, donc et ça ferme des paysages et ça rend difficilement vivable un certain nombre de territoires. On a une large part de notre territoire qui est consacrée à l'élevage aujourd'hui, et dans ce secteur-là, si économiquement depuis un an à peu près ça va un peu mieux parce que l'offre et la demande fait que il y a beaucoup moins d'offres et que la demande devient supérieure à l'offre, donc les prix sont un peu plus rémunérateurs qu'ils ont été par le passé, que ce soit en élevage laitier ou en élevage bovin. Malgré ça, on continue à décapitaliser, c'est-à-dire qu'on continue à voir le nombre d'éleveurs diminuer parce que le jeune agriculteur qui s'installe, il n'a pas envie de bosser tous les week-ends, il n'a pas envie de bosser la nuit, il a envie d'avoir une vie sociale un peu comme les gens de son âge. Donc pour ça, il est obligé de se mécaniser. Et donc voilà. Donc pas seulement, mais on a besoin de travailler. On a besoin de travailler là-dessus aussi. La robotisation fait partie des solutions. Sur l'organisation du travail, on a besoin de travailler. En élevage laitier, je suis bien placé pour vous en parler. Si vous pouvez supprimer l'astreinte de la traite et la remplacer par un robot, ça n'enlève rien à la qualité, j'allais dire, du produit et de l'élevage. Sauf que vous n'êtes plus obligé de travailler matin et soir. Et vous avez soulagé d'une contrainte forte et d'une astreinte forte le métier qui aujourd'hui est un métier sur lequel on cherche aujourd'hui du renouvellement de génération. Et notre risque aujourd'hui, c'est de ne plus avoir suffisamment de lait dans un horizon, j'allais dire, de 10 à 20 ans, si on n'est pas capable de renouveler les générations. Donc la robotisation dans nos élevages, la robotisation aussi dans nos outils de production. Le lait, c'est un peu autre chose parce que c'est vrai que les éleveurs laitiers, beaucoup n'atteignent pas le revenu médian, mais les grands du lait, eux, gagnent beaucoup d'argent quand même. Je pense à Lactalis. Hein. Alors moi, je ne sais pas si... Je suis aussi comme responsable coopératif engagé dans la transformation laitière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui a besoin d'être rémunéré pour faire face aux défis auxquels on va être confronté. C'est celui du renouvellement des générations, on en a parlé, donc il faudra aussi accompagner les installations. C'est celui de transition et de la décarbonation de nos filières. La décarbonation... Mais le lait est mal payé en France. Jean-Baptiste Moreau le disait, depuis un an, on a effectivement eu une revalorisation des produits par rapport à l'offre et la demande, mais il y a eu aussi une augmentation des coûts de production. Donc globalement, l'équation n'est pas forcément encore très favorable, et il y a besoin d'avoir une meilleure valorisation de l'ensemble de nos productions, et du lait en particulier, mais il y a besoin pour ça qu'on puisse aussi passer les tarifs, enfin qu'on puisse vendre aux distributeurs et aux consommateurs à un prix qui permet de rémunérer la chaîne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui nous entraîne, compte tenu des hausses de production qu'on a eues, l'énergie dont on n'a pas parlé encore, qui est vraiment problème devant lequel nous sommes aujourd'hui. L'énergie va augmenter nos coûts de production d'une manière significative et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de passer ces hausses dans nos tarifs. Ça veut dire que de nouvelles exploitations vont disparaître. Mais on a un vrai risque de disparition d'exploitation. Je reviens là-dessus. Dans nos zones de montagne, moyenne montagne, le Limousin, la Creuse centrale, plus large que la Creuse, la centrale, les Alpes et Pyrénées, voilà. Il faut pas faire de jaloux. Et ces zones intermédiaires, l'élevage est vraiment en danger de disparition. C'est pas une blague. Je veux dire, aujourd'hui, on va avoir des terrains agricoles qui vont être abandonnés parce qu'il y aura plus d'éleveurs pour mettre dessus. Je veux dire, on a un village de 200 habitants, 3 exploitations laitières, il n'y en a plus.
Oui, non mais il faut redonner, il faut que l'agriculteur qui s'installe, il arrête de payer toute sa vie pour avoir un capital qui lui appartient quand il est à l'aube d'être à la retraite et qu'il va finalement transmettre soit à son fils, soit au successeur, soit revendre. En fait, il est jamais propriétaire de son capital. Donc, quitte à ne pas être propriétaire, autant qu'il paye pas la totalité toute sa vie, ce qui réduit son revenu d'autant. Donc, on a des outils. Le portage du capital et la rémunération, c'est sans doute, et l'attractivité, c'est-à-dire soulager quand même l'organisation du travail. L'organisation du travail et soulager de certaines tâches qui sont quand même difficiles. Moi, je pense que c'est un peu les angles sur lesquels il faut travailler pour attirer. Bien, merci messieurs. Nous n'avons pas évidemment tout dit sur la question parce qu'elle est tellement riche. Néanmoins, c'est très intéressant de parler un peu d'agriculture, de production agricole et du problème posé par cette souveraineté alimentaire qui est en danger. Merci d'avoir été avec nous. 11h56, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h06 le matin sur Sud Radio. L'actualité en direct, évidemment, vous le savez, entre 10h30 et 12h30 avec les acteurs de l'actualité. Et là, j'ai en ligne Babacam. Bonjour Babacam. Oui, bonjour. Bonjour Babacam, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes le patron du restaurant Alibaba au Mets-sur-Seine et vous êtes surtout le cousin du conducteur de la Mégane accidentée, percutée par Pierre Palmade au volant de sa voiture, Babacam. Oui, c'est ça. Et au volant, donc, votre cousin, au volant de la voiture, votre cousin qui est toujours dans une situation très grave, je crois. Quelle nouvelle avez-vous? Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle. C'est pas depuis l'accident jusqu'à aujourd'hui. Ça va, il dort, il dort, il comment avec son fils. Oui. Et nous attendons que le médecin qui donne un nivellement pour mon cousin Yuxel avec son fils. Oui. Deuxième, c'est pour le monsieur qui, je sais pas, lui, je sais pas, il est bien pas, je sais pas. En fait, c'est normalement, c'est tout le monde paye l'accident. C'est pas comme ça. Bon, aujourd'hui, donc, votre cousin qui était au volant de la voiture percutée par Pierre Palmade est donc toujours dans le coma. Oui, jusqu'à aujourd'hui, elle a coma, il a commencé, pas fini encore. Et son fils de 6 ans est toujours dans le coma aussi. Son fils, j'attendais que j'ai pas vu parce que c'est interdit que nous on a visité son fils et lui. Oui. Son fils et lui, déjà il est réveillé en fait et pas parlé. D'accord, il est réveillé mais il ne parle pas. Oui, il parle pas. En fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nivellement pour son fils. Voilà. Bien sûr. Vous attendez que les médecins vous donnent des résultats, évidemment. Voilà, c'est ça. Évidemment, il a été touché. Il a été touché partout. Hein. Il a été opéré déjà plusieurs fois. Oui, il est opéré plusieurs fois. En fait, c'est dans les voitures. Je sais pas, il est face à face et il touche. Ouais, j'imagine ce que vit toute la famille qui est réunie. Hein. Oui, toutes les familles, c'est devant l'hôpital, attend qu'il est réveillé. Oui, évidemment. Ouais. On attend. Évidemment. Il était sur cette route, qu'il connaît bien, hein, non? Il était allé chercher sa belle-sœur, je crois, non, c'est ça? Non, il est posé belle-sœur à la maison et... c'est sur la route et les routes est tout droit, c'est pas virage, c'est pas dans le rond-point et tout droit. Eux qui on a touché face à face de voiture de lui. Oui. En fait, monsieur qui les prend cocaïne avec. Pierre Palmade, cocaïne. Voilà, cocaïne avec alcool. C'est pas normal. Et lui, artiste en France, il respecte tout le monde. Oui. Et tu prends alcool, cocaïne, tu restes à la maison, pas conduire voiture. Oui. Oui, voilà. Oui, je comprends. Vous avez des nouvelles de la jeune femme, la belle-sœur de votre cousin qui était enceinte? C'est elle et les saintes est tombé les bébés. Oui. Et les dodos, il est cassé, il est passé opéré. Normalement, je ne connais pas son mari de elle, je ne sais pas, il est bien pas, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai attendu, c'est comme ça,
Voilà, nous on attend que mon cousin avec son fils, il est réveillé. Voilà. Merci Babakam, merci dans tous les cas. Merci à vous. Vous êtes d'origine kurde, je crois, hein, Babakam? Oui, nous on a kurde à la Turquie là. Voilà. Ok, merci. Il est 12h10 du Kurdistan turc. Il est 12h10. Merci d'être avec nous. Nous allons passer à toute autre chose maintenant dans un instant avec notre invité, l'économiste Pierre de Marc de Basquiat. Pourquoi est-il là? Parce qu'il débat à l'Assemblée nationale, vous le savez évidemment, sur la réforme des retraites. Mais lui a une autre proposition. Il pense que on peut imaginer une retraite à la carte, choisir son âge de départ. Ce serait une décision personnelle, c'est une liberté fondamentale, explique-t-il. L'État n'a pas à décider pour nous. Mais comment faire? Comment faire? Quelle solution? Marc de Basquiat va développer ses idées dans 2-3 minutes sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h15, merci d'être avec nous. Marc de Basquiat, économiste, est avec nous. Bonjour Marc de Basquiat. Bonjour. Alors, évidemment, vous suivez de près, vous êtes un spécialiste des questions sociales et notamment des questions de retraite. Vous suivez de près ce débat à l'Assemblée nationale qui doit se terminer, je le rappelle, vendredi à minuit. Nous allons voir, parce que c'est une question que personne ne soulève et pourtant elle est importante, nous allons voir quel va être le comportement des députés de la NUPES. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a encore beaucoup d'amendements à examiner et donc deux solutions pour la NUPES. Soit retirer des amendements pour permettre que le projet de loi soit examiné dans son entier et notamment le fameux article 7 qui prévoit le passage de l'âge légal à 64 ans, ou alors garder les amendements et ne pas discuter de l'âge légal à 64 ans au sein de l'Assemblée nationale. Nous allons voir quelle sera l'attitude de la NUPES. Bien, Marc de Basquiat, sur cette réforme des retraites, vous avez une voix, vous faites entendre une voix différente. Parce que vous proposez, vous n'êtes pas seul d'ailleurs, hein, vous proposez une retraite à la carte. Un autre système que notre retraite par répartition que nous connaissons bien. Mais expliquez-moi, retraite à la carte, c'est-à-dire que chaque salarié chaque Français pourrait choisir son départ à la retraite, l'heure de la retraite. En fait, je pense que la première chose qu'il faut regarder, c'est le fait de décider de partir à la retraite. Oui. Tel que c'est présenté dans nos débats, on présente ça comme un âge légal. Oui. Comme si le fait de partir avant ou après, M. Bourdin, serait illégal. Oui. C'est une violence que nous faisons aux gens. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une violence. Âge légal à 64 ans, oui, je vois pas. Ça serait illégal, alors. Voilà. Oui. Donc je pense qu'il faudrait déjà commencer par barrer du vocabulaire politique cette expression d'âge légal de départ à la retraite. Oui, ça vous avez raison. Ça c'est une première chose. Ça c'est la première chose. Voilà. Ensuite. Donc une fois qu'on a dit ça, ensuite il faut dire quelles seraient les modalités concrètes qui permettraient à chacun d'exprimer son choix, sa préférence, sa décision personnelle, de dire j'en ai marre, j'arrête, je vais m'occuper de mes petits-enfants, de mon jardin, de mes travaux, de ce que je veux. Oui. Pour cela, il faut que les règles soient claires et que chacun comprenne bien que lorsqu'il décide à un moment donné de dire j'arrête, il sache exactement quelles sont les conséquences financières de ce choix sur ses retraites futures. Et tant qu'on est dans un système avec 23 systèmes différents, avec des règles et des sous-règles et des cas et des exceptions, c'est compliqué pour les personnes. Donc je pense que déjà, le premier aspect, c'est de barrer ce vocabulaire qui n'est pas adapté. Et deuxièmement, que les règles soient tellement simples et explicites que chacun puisse consulter sur un site web les conditions qu'il regarde lui ou elle de départ pour faire des choix de manière éclairée. Oui, mais d'accord. Mais enfin, il y a une durée de cotisation. Parce qu'en fonction de la durée de cotisation est fixé, évidemment, le montant de la pension. Tout à fait. C'est-à-dire que l'équation radicale d'un système par répartition, c'est de dire que les cotisations acquittées par les cotisants une année donnée sont égales aux pensions versées aux retraités la même année. Oui. C'est ça l'équation fondamentale. Mais évidemment. C'est l'équation fondamentale. Pour ne pas avoir un régime en déficit. Tout à fait. Donc pour que ça fonctionne, il faut que le nombre de cotisants fois le montant du revenu fois le taux de cotisation soit égal au nombre de retraités fois le montant de la pension. Oui. Donc il y a 5 choses à bouger. Oui.
Et dans nos discussions ces derniers temps, on ne parle que de diminuer le nombre de retraités, avec un départ plus tard, et d'augmenter le nombre de cotisants avec un départ plus tard. Donc une même décision joue des deux côtés de l'équation. J'ai compris. C'est extrêmement tentant pour les politiques de gérer là-dessus. Mais on regarde peu les autres dimensions, qui sont peut-être un petit peu moins efficaces à court terme. En particulier, on s'intéresse assez peu au montant des pensions. Exactement. Et je le dis sans cesse dans tous les débats que j'organise ici, le montant des pensions qui s'érode en France d'année en année. Qui s'érode en France, mais qui néanmoins est supérieur à celui des actifs. Mais qui est quand même supérieur encore à celui des actifs, en moyenne. En fait, quand on regarde les taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre le montant de la pension et le montant du dernier salaire, en France, il est de l'ordre de 60%. 60%. Voilà, bien, mais comment feriez-vous? Le Japon, c'est 32%. Alors, comment feriez-vous? Comment ferait-on? En fait, il faut que les personnes... C'est un système en compte notionnel. En compte notionnel, c'est-à-dire que chacun cotise au long de sa vie pour sa retraite. Mais c'est le cas aujourd'hui. On ne bouge pas. Ce que je me propose n'est pas une grande révolution. Alors chacun cotise. Surpris, hein. Alors chacun cotise. Et qu'on ait cotisé à différentes caisses, très bien, pas de souci. Bon. Tout ceci forme une masse de cotisations. Je dis n'importe quoi, mettons 200 000 euros, 1 million d'euros, voilà, qu'on a cotisé selon son salaire toute sa vie. Cette masse-là, au moment où on décide de prendre sa retraite, on divise cette masse-là par l'espérance de vie au moment de la retraite. Disant, voilà, je prends ma retraite à cet âge-là, à ce moment-là, bon, d'après les statistiques, voilà, on sait que je vais statistiquement être 25 ans à la retraite. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui vont vivre moins que 25 ans. C'est-à-dire qu'ils ne consomment pas tout ce stock. Donc ces personnes-là vont partir plus tôt. Elles partent plus tôt. Non, pardon. Elles partiront pas plus tôt. On ne sait pas. La mort est une inconnue dans l'histoire. Oui, non, mais ça, Voilà, c'est l'inconnu. Et donc, du moment où on décide de partir, c'est statistiquement, en disant, tiens, je vais rester 25 ans, 20 ans, 30 ans, selon l'âge que je prends. Et voilà. Ceux qui vont mourir plus tôt, elles ne vont pas consommer le stock de cotisation. Ceux qui partiront plus tard vont surconsommer. Ça, c'est la mutualisation du risque. Donc, on est dans une assurance. Donc, tout fonctionne très bien. Mais ça fonctionne bien, l'assurance, à condition que les règles soient les mêmes pour tout le monde. C'est ça qui est un peu gênant dans notre système actuel. Mais expliquez-moi comment on peut faire. Expliquez-moi, je vais être concret. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Je veux partir à 60 ans. Je n'ai que 40 années de cotisation. Vous n'avez pas 40 années de cotisation. Vous avez un stock de cotisation. J'ai un stock de cotisation. Voilà, qui mettons, je sais pas, 400 000 euros. N'importe quoi, 400 000 euros. Vous partez à un âge où vous dites, tiens, votre espérance de vie à la retraite, c'est de 25 ans. Je pars à 60. Voilà, et donc on vous divise cette masse-là par le nombre d'années qui vous reste. Mais c'est un système étatique, ça, ou c'est un système privé? C'est un système, étatique, bien sûr. Étatique? Ah oui. C'est une forme de capitalisation étatique. C'est pas capitalisation, c'est la répartition pure et dure. C'est répartition pure et dure. Oui, c'est la répartition pure et dure. Oui, mais d'accord, mais si j'ai exercé un métier pénible? Alors, les métiers pénibles, alors ça c'est un grand sujet. Un grand sujet sur lequel je pense qu'on se fourvoie beaucoup. D'estimer que la pénibilité doit être prise en compte par le contribuable, voire par la dette de nos enfants, c'est une aberration totale, cette affaire-là. La pénibilité doit être prise en compte par l'employeur. Par l'employeur, oui. Aujourd'hui, quand vous êtes à l'armée, les cotisations retraite des militaires, elle est supérieure à leur salaire, à leur solde. C'est-à-dire qu'on admet bien que dans certains métiers, que les cotisations retraite soient très, très supérieures à la norme. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les cotisations retraite payées par les employeurs pour les métiers pénibles. Absolument. C'est d'ailleurs un peu vers quoi va le... Et ça permettrait à ceux qui ont un métier pénible de partir plus tôt. Avec une retraite bonifiée. Mais ça, pendant les années le travail pénible. Après, on peut travailler différemment. Sûr. Non, mais bien sûr. Voilà, et donc un ajustement et une incitation, bien sûr, à ce que les employeurs... Oui, mais vous chargez encore les entreprises. Mais les employeurs qui imposent des métiers pénibles, c'est peu eux qui sont les premiers concernés et qui ont cette nécessité d'améliorer la situation. Oui, je comprends. C'est vertueux. Non, Alors que faire payer par le contribuable ou par nos petits-enfants, ce n'est pas vertueux. Oui, non, mais je comprends. Et je pense que les syndicats ont plutôt intérêt à se battre là-dessus. Ce que vous proposez, c'est à la fois une retraite par points et à la fois une retraite par répartition, un peu. Parce que c'est ça, la retraite par points. C'était un peu ça. On accumule tout au long. Ça y ressemble. Ça y ressemble.
Oui. Encore une fois, ce que je propose n'est pas une révolution. Hein. Non, mais ça... Voilà. Ça ressemble beaucoup au système Arco-Argirc. Voilà, c'est assez proche. Oui, hein. système Arco-Argirc, c'est le système des cadres. Hein. C'est la caisse, la caisse des cadres et qui est très bénéficiaire. Hein. Je voudrais quand même le rappeler. Hein. Tout à fait, qui fonctionne bien. Donc on est sur quelque chose qui est assez sain. Oui. C'est ça. Alors ensuite, la pénibilité, ça c'est un point important. Et donc reporter sur les employeurs, c'est une chose importante. Et l'autre aspect important aussi, c'est le fait que nous n'avons pas tous la même espérance de vie en arrivant à 60 ans. Bien sûr. Et il y a des statistiques qui sont très très impressionnantes qui montrent que quand on a eu un salaire faible, l'espérance de vie quand on arrive à la retraite est relativement limitée. Et quand on a eu une belle carrière, souvent on a une espérance de vie beaucoup plus longue. Oui. Voilà. Donc il faut porter secours, si je puis dire, à ceux qui ont eu des salaires faibles et qui vivront moins longtemps. Donc il y a quelque chose qui est organisé, qui est un transfert à réaliser, qui est une justice entre justice sociale, une justice sociale entre ceux qui ont effectivement une belle carrière, donc une belle retraite, qui logiquement devraient être mis à contribution pour aider ceux qui ont eu plus de cotisations. Alors c'est là que quand le gouvernement parle d'augmenter le minimum contributif au minimum vieillesse, je dis pourquoi pas. Mais est-ce que c'est aux actifs de le payer? Là je dis non. Le fait qu'on ait un souci de solidarité envers les moins aisés des retraités, c'est quelque chose qui doit être assumé financièrement par les plus aisés des retraités et non pas les actifs. Par les plus aisés des retraités, donc une forme de surcotisation infligée aux plus aisés des retraités. Alors c'est pas vraiment une surcotisation, c'est plutôt un impôt. Un impôt. Un impôt. C'est encore un nouvel impôt. Ils vont être contents. Oui, bien sûr. Toujours. En France, on sait faire que ça. Hein. Bah oui, d'accord. Voilà. Bah oui, mais... Sur les plus aisés des retraités. Et donc, en réalité, ce serait mon schéma le plus naturel. Ce serait, mettons qu'on taxe à 20% tous les revenus de tous les retraités pour former un transfert vers les moins aisés. Les moins aisés qui partent à la retraite et qui ont moins d'espérance de vie lorsqu'ils partent à la retraite. Et donc là, il y a une sorte de justice intragénérationnelle. Dans la propre génération des retraités, une justice intragénérationnelle qui se forme de l'ensemble. Et dans votre système, il n'y a plus d'âge légal? Non. L'âge légal, c'est une notion qui est choquante, un peu philosophique. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends votre réflexion. C'est très, très intéressant. C'est vrai que c'est choquant. Âge légal, ça veut dire que si on part avant ou si on part après, on est dans l'illégalité. Vous avez raison. Non, mais ce qui explique aussi la colère de l'injustice. Elle est injuste, cette réforme? Non, elle n'est pas injuste. Honnêtement, elle est très modeste. Elle est paramétrique, elle est modeste. Il n'y a pas beaucoup d'idées. Il y avait des bonnes choses. Il n'y a pas beaucoup d'idées nouvelles. Après le bouleversement qui avait été proposé en 2019, on est revenu sur quelque chose qui est beaucoup plus modeste. Oui. Bon, honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. On agite un peu tout ça, c'est un prétexte, mais honnêtement, c'est pas révolutionnaire. Bon, merci Marc de Basquiat. Merci d'être venu nous voir pour expliquer votre idée. Vous êtes plusieurs à défendre cette idée. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Bien, il est 12h27. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. André Berkoff.